Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire en agro-environnement du MAPAC pour l'année 2026. Mon nom est Myriam Wardani, je suis agronome et conseillère en agro-environnement au MAPAC en Montérégie. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour ce webinaire aujourd'hui et je suis également accompagnée de ma collègue et co-animatrice Marie-Ève Bernard, qui est également agronome et conseillère en agro-environnement au MAPAC en Montérégie. Donc, je vous donne un petit aperçu de l'avant-midi. La première conférence sera donc présentée par Vicky Lévesque qui va nous parler de biochar. Puis on va finir avec une troisième conférence qui sera présentée par M. Richard Hogg qui parlera de biologie du sol pour mieux choisir ses pratiques agricoles. Le tout est prévu de se terminer autour de 11h30. Puis sinon, j'ai quelques informations et consignes à vous donner pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous remarquerez en fait que vos caméras et vos micros sont fermés et qu'il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. C'est normal. Pour interagir et poser vos questions à nos conférenciers, on vous demande d'utiliser la zone de clavardage. Puis, suite à chaque conférence, il va y avoir une période de questions. C'est à ce moment que ma co-animatrice Marie-Ève identifiera les questions qui se trouvent dans le clavardage et les posera aux conférenciers qui, eux, répondront de vive voix. J'aimerais aussi vous dire que les webinaires seront enregistrés et seront disponibles sur la chaîne YouTube du MAPAC. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première conférence. On est très heureux d'accueillir Madame Vicky Lévesque. Donc, Madame Lévesque, je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro. Madame Lévesque est chercheuse scientifique en santé des sols à Agriculture et Agroalimentaire Canada au Centre de recherche et de développement de Kentville, en Nouvelle-Écosse. Elle possède une expertise dans les domaines de la physique, de la biochimie et de la microbiologie des sols, de l'amendement au biochar et des pratiques de sol, et des interactions sol-plantes et micro-organismes. Ses recherches actuelles testent diverses pratiques de gestion agricole telles que les amendements en biochar pour améliorer la santé des sols et optimiser la croissance et la productivité des plantes dans les systèmes de culture ligneuse pérennes. Donc, Madame Lévesque, je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Myriam. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de venir présenter sur le sujet sur le biochar. J'aimerais tout d'abord remercier, dans le fond, les organisateurs de ce webinaire, de cette invitation. Donc, sans plus tarder, dans le fond, comme Myriam disait, mon nom c'est Vicky Lévesque. Je suis chercheure à Agriculture Agroalimentaire Canada. Et dans le fond, je travaille sur le biochar depuis le début de mes études doctorales qui ont débuté en 2012. Donc, j'ai évalué le biochar sur différents aspects, sur les rendements de la plante, les émissions de gaz à effet de serre et aussi sur les effets bénéfiques sur les propriétés du sol et les micro-organismes du sol. Donc, maintenant, chercheur à Agriculture Canada, je travaille toujours. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ce mystérieux produit, le biochar. Dans le fond, un amendement ancestral qui pourrait peut-être améliorer la santé des sols agricoles d'aujourd'hui. Donc, le plan de la présentation, bien, pour ceux qui connaissent plus ou moins le biochar, j'ai pensé que c'était important de bien définir qu'est-ce que le biochar, comment il est produit, l'intérêt à l'utiliser en agriculture, les effets bénéfiques ou les effets du biochar en général dans les climats tempérés comme au Québec, les résultats de recherche liés à mes études effectuées dans le passé en serre et en incubation au cours de mes études au doctorat, mais également au champ plus récemment qui sont toujours en cours. Et dans le fond, je vais aussi élaborer un peu sur les défis et les considérations à prendre par l'utilisation du biochar. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le biochar? Bien, si on va de façon très générale, on pourrait comparer le biochar comme un peu le charbon ou les briquettes que l'on utilise pour produire ou cuire nos steaks sur le barbecue durant l'été. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc, si on regarde la façon comment le biochar a été produit et aussi les propriétés physico-chimiques, il y a vraiment des divergences. Mais ça reste un produit carbonisé qu'on incorpore dans le sol comme amendement. On s'intéresse, dans le fond, à ce produit carbonisé-là suite à des observations, des études qui ont été effectuées dans
certaines régions localisées en Amazonie, sur des terres noires très fertiles que l'on nomme les terra preta. Si on compare ces terres-là à leurs sols avoisinants, qui sont aussi des oxysols à la base, dans le fond, il a été estimé que les sols provenant de Terra Petra contenaient 70 fois plus de carbone et 3 fois plus de matière organique et d'éléments minéraux comparativement à leurs sols avoisinants qui sont hyper pauvres. Et dans le fond, l'aspect d'avoir ces sols hyper fertiles-là, c'est suite à des apports répétés de résidus carbonisés des habitants qui vivaient dans ces régions localisées-là. Dans le fond, des produits venant de fezes, d'os, de résidus organiques et de poteries. Donc, au fil du temps, l'apport répété de ces amendements-là ont vraiment enrichi le sol et ces terres-là sont devenues hyper fertiles. Donc, suite à ces observations-là, bien, plusieurs chercheurs ont vraiment eu un intérêt face à l'apport de produits carbonisés dans les sols que l'on nomme le biochar dans différents aspects. Donc, plusieurs recherches ont été effectuées et c'est d'une part, dans le fond, pas nécessairement dans la région de la forêt amazonienne, mais également dans d'autres régions où les sols sont dégradés. Donc, ce serait une avenue pour améliorer la santé des sols et sa qualité. Ici, je présente un peu le nombre de publications par année, comment ça allait évoluer de façon exponentielle à partir des années 2010. Ici, c'est tiré du Web of Science. Dans le fond, aujourd'hui, on compte environ 3250 publications sur le biochar par année. Ça inclut vraiment de façon très générale tous les aspects du biochar, pas nécessairement en agriculture, mais vraiment dans différentes technologies qu'on utilise ce matériel-là carbonisé. Si on regarde au niveau dans les sols agricoles, le nombre de publications, on compte aujourd'hui autour de 1000 publications par année. Ça l'inclut autant dans les conditions plus tropicales versus dans les conditions tempérées. Donc, c'est vraiment le pool dans les sols agricoles en général. Mais si on regarde plus spécifiquement dans les sols à climat tempéré, on voit que le nombre de publications par année est beaucoup plus faible, donc une vingtaine de publications. Donc, ici, qu'est-ce que je voudrais mentionner, c'est qu'au niveau dans les conditions tempérées, les études sont moins développées comparativement plus dans les sols dans des régions tropicales. Donc, il reste beaucoup de choses à faire plus dans des conditions tempérées. Donc, voilà. Donc, comment on produit le biochar? Bien, dans le fond, on peut prendre différents types de matières premières provenant des fumiers, des résidus de bois ou même des résidus de produits alimentaires qu'on va incorporer dans un pyrolyseur. Et ce matériel-là va être carbonisé ou brûlé à haute température en absence ou en faible présence d'oxygène. Ça va produire 3 composés, dont des huiles, des gaz, mais aussi un sous-produit, le biochar, qu'on s'intéresse en agriculture. Donc, ces 3 composés-là vont vraiment varier selon le type de technologie qu'on utilise. Ici, je présente les différents types de technologies qui existent de façon, comme vous pouvez voir, il y a vraiment une grande gamme différente. On peut voir de façon plus artisanale, mais aussi des systèmes plus sophistiqués également. On voit aussi de plus en plus des appareils mobiles que l'on peut transporter d'un endroit à l'autre. Au niveau de la technologie, il y a des pyrolyseurs qui vont produire, on parle de conditions de pyrolyse rapide versus des conditions de pyrolyse plus lentes. Ceci, ça va venir affecter les 3 composés, les huiles, les gaz et le biochar au niveau des rendements. Donc, ça dépend, dans le fond, de l'objectif final du producteur lorsqu'il produit du biochar.
Et si je voudrais mentionner au niveau des propriétés du biochar lors de la production dans la pyrolyse, bien, c'est bien important de sélectionner différents paramètres lors de la production de pyrolyse, car ça va venir influencer les propriétés physico-chimiques du biochar. Donc, par exemple, ici, une biomasse, plus on augmente la température de pyrolyse de la biomasse de bois, bien, on va tendre à augmenter la porosité du biochar, comme on peut voir sur la photo à gauche, à droite. Donc, on voit vraiment les pores dans le biochar. Donc, ça va augmenter la porosité, mais aussi en augmentant la température de pyrolyse, on tend aussi à augmenter le pH du biochar, sa capacité d'échange cationique, un peu comme les argiles dans le sol. On augmente aussi la stabilité du carbone. Donc, le carbone va devenir moins facilement dégradable par les micro-organismes dans le sol. On réduit également les composés toxiques, dont les biocarburants, les bio-huiles, je pourrais dire, donc qui pourraient être toxiques pour les micro-organismes dans le sol, mais aussi pour la plante. Et on réduit également les risques biologiques. Par exemple, si on regarde des fumiers, bien, en brûlant à haute température, bien, on réduit, dans le fond, la présence de pathogènes qui pourraient être nuisibles là, dans le biochar. Donc, je voulais vous sensibiliser l'aspect du type de matière première et les conditions de pyrolyse viennent vraiment affecter les propriétés du biochar. Depuis quelques années, dans le fond, il y a International Biochar Initiative. Ils ont intégré, dans le fond, des critères ou des barèmes de qualité du biochar. Et plus récemment, dans le fond, Carbon Standard International ont repris qu'est-ce que International Biochar Initiative ont développé, mais là, présentement, c'est un peu plus... ils distinguent entre qu'est-ce qui pourrait être appliqué en agriculture versus dans d'autres volets, dans le fond, d'utilisation du biochar, dont la décontamination des sols et d'autres intérêts, comme je disais. Donc, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il apporte? C'est vraiment d'aller chercher des biochars de qualité pour les producteurs et comme l'utilisation comme amendement. Donc, par exemple, dans leurs critères, il y a deux catégories, je pourrais dire, catégorie de test A et de test B. Et donc, quand un producteur de biochar veut commercialiser son biochar, bien, il y a des éléments à déclarer, mais aussi à respecter. Ici, au niveau du test A, bien, la majorité des éléments doit être déclarés, mais par contre, il doit respecter le ratio hydrogène-carbone organique qui doit être inférieur à 0,7. Donc, ça l'indique, si une valeur supérieure à 0,7, c'est que ça l'indique que les conditions de pyrolyse ne sont pas optimales et il pourrait avoir probablement une défectuosité lors de la pyrolysation. Donc, c'est vraiment un indicateur de qualité. Les autres éléments, dont le carbone organique va varier ici, je présente ici entre 25 à 95 %, mais cela, ça va dépendre de la matière première. Une matière première provenant de résidus de bois, comme il contient plus de lignine, son contenu en carbone organique va tendre à être plus élevé, comparativement à des résidus alimentaires, par exemple, qui vont être plus faibles au niveau du carbone organique. Donc voilà. Donc, il y a aussi au niveau de la cendre, salinité, matière volatile, pH, et conductivité électrique, les nutriments, grosseur des particules, rétention en eau, et etc. Donc, plusieurs éléments pris en considération. Un des deux critères importants, il y a le test B qui sont au niveau des métaux lourds. Donc, il y a vraiment des concentrations limites à respecter. Et la même chose pour les contaminants organiques, dont les composés, des biocarburants, je pourrais dire, dont le biochar doit respecter des limites de concentration, dont les dioxines, les furanes, etc. Donc, suite à ça, bien, on s'assure que le biochar est de qualité et qu'il peut être appliqué dans les sols agricoles. Parce qu'il ne faut pas oublier, une fois appliqué au sol, on ne peut pas le retirer.
Donc, on veut bien s'assurer que le biochar est de qualité, qu'il ne va pas être toxique au niveau des micro-organismes et non plus sur la croissance de la plante. Donc, voilà un aperçu du biochar, comment il a été produit. Une fois appliqué au sol, dans le fond, de façon générale, et c'est ce que la littérature aussi rapporte, c'est qu'une fois appliqué le biochar de qualité, bien dans le fond, ça va permettre de réduire le lessivage des minéraux, augmenter l'activité, la biodiversité microbienne, améliorer la croissance de la plante, la rétention en eau, et également, ça peut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, comme j'ai un peu introduit précédemment, mais les effets, dans le fond, vont être variables sur les propriétés du sol, les émissions de gaz à effet de serre, etc., dû à la matière première utilisée, mais aussi également aux conditions de pyrolyse, car ces deux éléments-là vont venir influencer directement les propriétés du biochar. Il faut aussi prendre en considération le type de sol. Donc, l'effet du biochar ne va pas nécessairement être le même si on applique le biochar dans un sol argileux versus un sol sableux. Et il faut prendre aussi en considération les conditions climatiques. Par exemple, des études qui ont été faites dans des conditions tropicales, bien, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont avoir le même effet dans des conditions tempérées. La dose appliquée également, si c'est des faibles doses versus des doses plus élevées, ça vient jouer sur ces éléments-là. Et aussi la grosseur des particules du biochar, si on travaille avec un biochar de type plus en poudre ou plus grossier. Donc, c'est un peu ça qu'on a rapporté il y a quelques années, en 2022. Mes collègues et moi avons publié, dans le fond, on a recensé toutes les études faites dans des conditions tempérées. Donc, et des études effectuées au champ. Donc, les études au champ qui ont été d'une durée de 1 an à 4 ans. Donc, on a été recenser toutes ces études-là. Et en évaluant toutes ces études-là, on s'est rendu compte que dans des conditions tempérées, en général, les effets bénéfiques sont mieux observés lorsque les doses de biochar sont d'une concentration de 9 tonnes à l'hectare ou supérieure. Également, lorsque le biochar était combiné avec un fertilisant, car il ne faut pas oublier, le biochar, souvent les gens pensent que ça peut aussi apporter des éléments minéraux. Oui, mais pas nécessairement comme en comparaison avec un amendement minéral ou organique, comme la quantité est relativement très faible au niveau de l'azote, par exemple. La grosseur des particules, dans le fond, du biochar est aussi influencée par la texture du sol. Donc, comme je mentionnais un petit peu précédemment, souvent dans les sols sableux, il est recommandé d'utiliser des particules, dans le fond, une dimension de biochar plus fin, comparativement dans des sols plus argileux, avec des particules de biochar plus grossières. Dans le fond, l'une des raisons, souvent, l'intérêt dans un sol sableux, c'est qu'on veut améliorer, dans le fond, la rétention en eau et en nutriments. Et comme c'est des particules plus grossières à la base, le sol sableux, versus dans un sol argileux, on veut souvent plus améliorer ou atténuer la compaction du sol. Donc, on va travailler avec des biochars avec une dimension plus grossière. On remarque aussi, comparativement dans les sols tropicaux, on voit moins d'effets directs dans les climats tempérés sur la productivité de la plante. On va voir des effets plus directs au niveau des propriétés du sol, mais éventuellement, ça va avoir des effets bénéfiques aussi sur la plante. Donc voilà. Ici, c'est un peu un résumé des différentes études qu'on a recensées. Dans le fond, comme je disais, c'est vraiment lié, une fois apporté dans le sol, c'est vraiment lié pour améliorer les propriétés du sol, donc la rétention en eau, en nutriments, pH, l'agrégation du sol. Et au niveau de la plante, bien, c'est vraiment plus quand on vise à améliorer la résilience des systèmes des cultures face aux changements, des situations extrêmes ou des changements climatiques. Par exemple, la sécheresse. Bien, le fait que le biochar permet une meilleure rétention en eau, bien, ça permet, dans le fond, à la plante d'être plus résiliente ou
à passer au travers d'un événement de sécheresse, par exemple. Ça permet aussi d'avoir des effets bénéfiques sur l'atténuation des gaz à effet de serre, entre autres le protoxyde d'azote, le N2O. Donc ça peut avoir un effet bénéfique de ce niveau-là. Aussi, un aspect, on peut appliquer le biochar seul comme amendement, mais aussi on peut utiliser le biochar comme support de croissance. Par exemple, en combinant ou en chargeant le biochar avec des fertilisants, des pesticides ou des micro-organismes. Donc, ça peut être une avenue intéressante afin de réduire les coûts des intrants dans un avenir. Donc, si on regarde plus de façon théorique, comment le biochar va améliorer les propriétés physiques du sol, donc au niveau des propriétés, au niveau de la porosité du sol, comme à cause de ses pores, mais aussi de sa structure, il va permettre d'aérer le sol, donc avoir un meilleur flux d'air et circulation de l'eau dans le sol. Donc, c'est vraiment au niveau physique, comment le biochar va agir sur la porosité du sol. Et en lien avec la stabilité des agrégats également. Donc, en combinant le biochar avec un amendement un compost ou un amendement organique, bien, il va stimuler la microflore du sol et les micro-organismes qui sont directement liés avec, ils vont avoir un impact direct sur l'agrégation du sol. Donc, en libérant, je dirais, une glu ou en excrétant comme une glu, il va permettre d'agglomérer ou de mettre ensemble des particules de sol et ça va vraiment créer des agrégats, ce qui va aussi aider à la porosité du sol. Le biochar, on peut aussi également le considérer un peu comme une batterie, donc avec ses charges négatives à sa surface du sol, à sa surface du matériel, bien, en fait, il va venir attirer les éléments positifs, dont l'eau. Donc, c'est de cette façon-là qu'il va améliorer, dans le fond, la rétention en eau dans le sol. Un peu la même chose, dans le fond, avec les éléments minéraux. Il va jouer de la même façon comme un effet de batterie. Donc, il va aller attirer les charges positives. Il peut également attirer des charges négatives, mais en général, c'est surtout les charges positives qui vont venir se lier sur les particules du biochar. Et encore une fois, juste pour bien sensibiliser les gens, c'est que le biochar n'est pas nécessairement un fertilisant, donc il doit être combiné avec un engrais minéral ou un engrais organique. Mais le biochar, une fois chargé en éléments minéraux, bien, il peut jouer aussi comme un engrais à libération lente, comme je pourrais dire. Au niveau des propriétés, les effets sur la biologie et la croissance de la plante, mais dans le fond, le biochar va agir un peu comme il va créer un environnement propice au développement des micro-organismes bénéfiques. Et ici, un exemple aussi avec les champignons mycorhiziens arbusculaires. Donc, il va créer, à cause de ces micropores, il va permettre aux micro-organismes bénéfiques d'aller s'isoler dans ces micropores-là et leur permettre, dans le fond, de se développer et, dans le fond, être à l'abri des agents pathogènes. Donc l'aspect d'apporter du biochar, ça va permettre une meilleure colonisation de ces micro-organismes-là bénéfiques et dans les champignons mycorhiziens. Au niveau des champignons mycorhiziens, c'est que dans le fond, l'avantage de ces organismes-là, c'est qu'ils vont aller créer un réseau dans le sol et ils vont permettre, dans le fond, aller chercher des nutriments et l'eau que la plante ne peut pas avoir accès elle-même. Donc, ça va permettre justement un meilleur prélèvement en eau et en nutriments. Et également, dans le fond, le fait d'augmenter la population de micro-organismes bénéfiques et de la colonisation de champignons mycorhiziens au niveau du système racinaire de la plante, bien, ça va aussi permettre à la plante d'être mieux résiliente face au stress abiotique, donc par exemple la sécheresse ou les stress biotiques face à la présence de pathogènes. Le fait qu'avec les micro-organismes permet une meilleure structure du sol, une meilleure agrégation, bien, ça va permettre aussi au système racinaire de mieux se développer dans le sol, donc une meilleure pénétration du système racinaire
également, dans le fond, à augmenter la séquestration du carbone de façon générale. Donc, c'est un peu la théorie en arrière de l'apport en biochar sur les effets bénéfiques sur les propriétés du sol. Donc, ici, je voudrais juste présenter un peu brièvement quelques résultats de recherche au cours de mes essais que j'ai effectués dans le passé. Donc, 2 essais en serre ont été effectués, comme je dis, au cours de mon doctorat entre 2012 et 2017, où j'ai évalué 3 types de biochars et évalué comment les propriétés physico-chimiques de ces biochars-là affectent la productivité de la plante, donc sur la tomate et le poivron. Dans ce cadre de cette étude-là, on avait évalué 3 doses de biochar et comparé à un témoin dans un substrat de tourbe. Et on s'était intéressé aussi à évaluer, dans le fond, si on était capable de réduire à 50 de la dose recommandée en fertilisant et en le comparant, dans le fond, avec une dose complète en fertilisant. Et ici, dans le fond, je présente le rendement en fruits frais dans les différents traitements. Si on regarde ici, je présente les traitements qui ont reçu la fertigation à 50 de la dose recommandée. Dans le fond, dans les 3 biochars avec les 3 doses appliquées et le témoin. Et dans le fond, l'encadré rouge, j'ai rassemblé les rendements en fruits au niveau des biochars et j'ai comparé, dans le fond, avec le témoin, avec la dose complète en fertilisant. Et dans les 2 cas, au niveau de la tomate et le poivron, on avait observé des rendements supérieurs au niveau des rendements en fruits, ce qui est intéressant dans le fond. Dans le fond, ça nous indiquait qu'on était capable de réduire la dose en fertilisant à 50 de la dose recommandée sans affecter, dans le fond, négativement la productivité de la plante. Puis, des aspects liés à, dans le fond, l'aspect bénéfique de cet ajout-là de biochar sur le rendement en fruits et aussi sur la croissance ou le rendement foliaire, je dirais. On peut voir un peu sur la photo en haut à droite, si on compare le témoin avec un biochar avec les 3 doses, on voit vraiment clairement que la biomasse aérienne des plants de poivrons est améliorée. On a observé en évaluant tous les paramètres, les différents paramètres lors de cette étude-là, c'est qu'on avait un meilleur prélèvement en azote et en phosphore et une réduction du lessivage de l'azote et du phosphore également. Donc, en présence de biochar, ça permettait de retenir mieux les éléments minéraux dans le substrat, puis et la plante en avait un meilleur accès. Mais aussi, on a observé la population des bactéries potentiellement bénéfiques supérieure en présence de biochar. Donc, ça pourrait expliquer un peu l'aspect du pourquoi on obtenait des meilleurs rendements en présence de biochar dans le substrat de tourbe. Un autre essai que j'ai effectué, c'était en incubation, dans le fond, en milieu contrôlé, où on voulait évaluer la capacité des biochars à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, dont le protoxyde d'azote. Ici, on avait sélectionné un sol argileux au champ qu'on voyait à la base qui émettait beaucoup d'émissions de N2O suite à des apports du fertilisant azoté. Donc, on avait évalué 3 types de biochars avec 0 ou 5 en masse au niveau de la dose de biochar. Donc, au niveau des résultats, si on regarde au niveau du graphique ici, on regarde, dans le fond, les flux du protoxyde d'azote au niveau du temps d'incubation. C'était au cours de... Ça a duré, en fond, ça a duré pratiquement 1 année. Et qu'est-ce qu'on peut observer dans le graphique? C'est que, dans le fond, à chaque période ou événement où on ajoutait une source d'azote, le témoin réagissait fortement et émettait beaucoup plus de protoxyde d'azote qu'en présence de biochar. Donc,
Donc, suite à cette étude-là, et en évaluant les différentes propriétés, les propriétés du sol, différents mécanismes selon le type de biochar pourraient expliquer l'atténuation de ces émissions de protoxyde d'azote-là. D'une part, bien, un effet sur l'augmentation de l'absorption, dans le fond, de l'azote sur la surface du biochar, mais également en favorisant un milieu, en augmentant la porosité du sol et son pH, donc en limitant les émissions, en limitant, dans le fond, la production de protoxyde d'azote, des conditions favorables à l'émission des protoxydes d'azote, pardon. Donc, cette étude-là nous a permis de confirmer que le biochar avait vraiment une capacité, un potentiel bénéfique à atténuer les émissions du protoxyde d'azote et éventuellement à limiter ses pertes dans l'environnement. Ici, dans le fond, c'est une étude qui est toujours en cours à Kenville, en Nouvelle-Écosse, où je suis localisée. Dans le fond, c'est une étude où je m'intéressais d'appliquer, ou je m'intéresse d'utiliser le biochar pour atténuer la maladie de la replantation de pommiers. Donc, pour ceux qui connaissent plus ou moins la maladie de replantation de pommiers, c'est lié à une faible productivité en fruits ou même au niveau juste au niveau du rendement de la croissance de la plante. Ça vient affecter la croissance de la plante. Et bon, les vergers, les vieux vergers, entre autres, bien, dans le fond, ont été établis pendant plusieurs années et ça crée un peu comme un effet de monoculture. Donc, on favorise le développement de complexes de pathogènes et c'est un peu, dans le fond, ce complexe de pathogènes-là, de champignons, bactéries, nématodes qui vient créer des conditions peu favorables à un bon établissement du système racinaire et qui vient affecter, dans le fond, la croissance de la plante. Dans le passé, les producteurs de pommes avaient recours à des fumigants qui venaient tuer tous les micro-organismes dans le sol avant d'établir une nouvelle production de pommes. Mais maintenant, depuis quelques années, ces produits-là sont bannis. Donc, les producteurs de pommes doivent avoir recours à d'autres solutions. Donc, c'est un peu cet aspect-là qui est venu chercher mon intérêt à essayer, dans le fond, l'ajout de biochar comme il pourrait peut-être améliorer la diversité microbienne et à être en mesure de combattre, dans le fond, ou à atténuer l'effet des pathogènes sur la plante. Donc, ici, je me suis intéressée, dans le fond, à combiner biochar avec aussi des champignons mycorhiziens arbusculaires. Suite à des essais préliminaires en serre que j'avais effectués, je voyais vraiment un effet bénéfique en combinant le biochar avec un inoculant commercial de mycorhizes sur l'infection du système racinaire de la plante. Donc, on a testé au champ ces deux traitements-là, seulement l'inoculation de champignons mycorhiziens ou la combinaison de champignons mycorhiziens avec biochar. Et on avait testé ici, on teste deux porte-greffes de pommiers. Donc, ça a été effectué. On a établi ces parcelles-là en 2022 et comme je disais, cette étude-là est toujours en cours. Un des aspects intéressants ici, je présente après une année d'établissement de ces traitements-là. Au niveau de la colonisation, on a regardé, dans le fond, au niveau du système racinaire, la colonisation de ces champignons-là mycorhiziens. Et on remarque entre le témoin sans le traitement champignon mycorhizien ou le biochar avec champignon mycorhizien, on voit un faible pourcentage de colonisation. Il ne faut pas oublier ici qu'on n'est pas en milieu stérile, donc il y a aussi les champignons mycorhiziens provenant, qui sont natifs du sol.
Donc c'est pour ça qu'on voit ce pourcentage-là. Mais l'aspect intéressant, c'est vraiment la combinaison, seulement le champignon mycorhizien ou en combinaison avec le biochar, que ça favorise l'inoculation de ces champignons-là dans le système racinaire. Et c'est un peu qu'est-ce qu'on suit présentement, dans le fond, et on s'attend à ce que le fait que le système racinaire est mieux colonisé par ces champignons-là, bien, ça permettrait un meilleur prélèvement des nutriments et en eau, mais aussi à améliorer la résilience de la plante face aux agents pathogènes, mais également à la sécheresse. Donc, l'étude est toujours en cours. Une autre étude qu'on vient de lancer à l'automne 2024, nous avons 11 sites chez des producteurs viticoles où on évalue, dans le fond, l'apport en biochar ou en compost sur la performance de la vigne, mais également aussi sur la santé du sol en Nouvelle-Écosse. Donc, ici, on a établi les parcelles, comme je disais, en septembre 2024, où on a appliqué du biochar à 10 tonnes à l'hectare en combinaison avec du compost. Donc, on travaille avec les producteurs où ils ont aidé à incorporer ce matériel-là dans les rangs de vignes. Donc, l'année dernière, on avait notre première année de récolte d'échantillons, mais ça va se poursuivre jusqu'en 2027. Donc, voilà mes travaux liés avec le biochar. Donc, si on regarde au niveau des défis et des considérations, bien, comme vous pouvez voir, un des défis, c'est vraiment d'aller chercher des biochars de qualité. Donc, c'est vraiment de respecter les critères comme j'ai un peu présenté précédemment. Un autre aspect à considérer, c'est dispendieux, avoir un biochar de qualité et souvent c'est peu accessible aux producteurs. Des gens parlent peut-être de crédit de carbone. Là, maintenant, je vois qu'il y a des provinces qui peuvent avoir des fonds provenant du gouvernement provincial pour avoir accès à du biochar et faire des essais à la ferme. Un des aspects aussi, un des défis, c'est les effets à long terme limités, dans le fond, particulièrement dans des conditions tempérées. Parce qu'il y a le processus de vieillissement du biochar, c'est un élément à considérer qu'on n'est pas encore en mesure de bien expliquer. La dégradation des pesticides aussi est un autre aspect à prendre en considération. Certaines études rapportent que ça peut avoir un effet sur la dégradation des pesticides, mais cela dépend des réactifs, du type de sol, pourcentage de matière organique et les cultures, donc différents aspects à considérer. La dose, la fréquence requise, c'est encore un peu à discussion. Et le mode d'épandage, bien, tout dépendant si on travaille avec un biochar plus en poudre ou versus plus grossier. Mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment mettre le point, c'est vraiment au niveau les éléments à considérer parce que souvent, le biochar, oui, ça peut avoir un aspect bénéfique sur la santé du sol, mais ce n'est pas une solution à tout problème. Faut vraiment, avant d'appliquer du biochar, il faut vraiment se poser des questions sur c'est quoi la problématique, puis c'est quoi l'objectif qu'on fait face avec notre sol. Faut bien connaître les propriétés du sol. Parce que ça va venir aussi avec le choix du biochar qu'on va sélectionner. Donc, connaître aussi les propriétés du biochar et le type de culture. Car on ne veut pas appliquer du biochar avec un haut pH dans un sol déjà à un pH neutre. Ça va venir influencer la disponibilité des nutriments. Et aussi, par exemple, le type de culture va venir aussi avoir un impact parce que, par exemple, si on prend une culture de bleuets qui demande en général des pH un peu plus acides, on ne va pas apporter des hautes doses de biochar avec un pH très alcalin. Donc, c'est vraiment des éléments à considérer avant d'utiliser le biochar. Donc, voilà, ça termine ma présentation. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le biochar, mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.
Un grand Merci. merci, Madame Lévesque. Oui, en effet, on a l'impression qu'on découvre un nouveau produit. Pourtant, ça fait très, très longtemps que ça existe. Puis, on a déjà beaucoup de questions. On va passer direct à la période de questions parce qu'on a environ 6-5 minutes. Je vais laisser ma collègue Marie-Ève, dans le fond, prendre les questions Parfait. dans le clavardage. Oui, donc merci Vicky. Exact. Ben, je suis d'accord avec Myriam, c'est une excellente présentation. Donc, la première question, je pense pas qu'on va avoir le temps de faire toutes, mais est-ce que tu acceptes qu'on t'envoie les questions et que tu puisses répondre plus Oui, tard si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, Vicky? oui, oui, aucun problème. Bon, super. Donc, la première question, c'est est-ce que les émissions des GES ont été quantifiées pour l'étape de la production du biochar? Oui, dans le fond, il y a eu des études qui ont été effectuées, puis c'est maintenant aussi au niveau des différentes technologies. euh, euh, les gaz, lors de la production, sont récupérés dans le système. Donc, c'est vraiment un système fermé. Donc, les émissions, par exemple, bon, je nommerai pas toutes les gaz, mais oui, ils ont été quantifiés pour s'assurer justement qu'on n'émet pas plus de carbone ou etc. dans l'atmosphère. Donc, oui. OK, parfait, merci. Deuxième question, est-ce que c'est préférable d'enfouir le biochar? Oui, en général, c'est vraiment, on utilise le biochar, puis on va l'amender, on va l'incorporer dans le sol. Il y a quelques études qui se font plus comme un paillis, mais en général, il va être incorporé dans le sol, là, dans les premiers centimètres, là, je dirais, dans les 10 premiers centimètres ou 15 centimètres du sol, là, quand on travaille le sol. Parfait, merci. Autre question, puisque le biochar est fabriqué d'une manière similaire au charbon, est-ce que cela est calculé dans l'atténuation des GES? Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, je la comprends pas trop moi-même, mais je me disais que toi, tu allais peut-être mieux la comprendre. Puisque le biochar est fabriqué d'une manière similaire au charbon, dans le fond, en pyrolyse, est-ce que cela est calculé dans l'atténuation des GES? Dans le fond, est-ce que ça permet de réduire la quantité de GES produits, j'imagine? Mais je pense que tu as en partie répondu avec la première question. Ouais. Là. Ouais, mais en fait, c'est ça. Mais les conditions de pyrolyse sont totalement différentes entre le charbon de bois versus le biochar qu'on utilise comme amendement. Mais les GES sont pris en considération lors de la production de biochar, si je peux clarifier ça. Puis juste peut-être de clarifier, c'est quoi la différence entre la production de charbon et la production de biochar, juste pour que peut-être que je suis la seule à ne pas le savoir, là, mais. Mais c'est la technologie, puis c'est la température qui va venir être différente. C'est le procédé au complet là, qui est très différent d'un pyrolyseur qui va aller optimiser, dans le fond, au niveau de la production de la biohuile, des choses comme ça, et le sous-produit de biochar versus du charbon. C'est ça, les conditions de pyrolyse sont complètement différentes. OK. Parfait. Mais par contre, il faudrait parler avec un ingénieur. Je ne suis pas un ingénieur dans le système de production à ce niveau-là, mais c'est ça, c'est très différent. Parfait. Autre question. Est-ce possible de mettre en relation, comparer les effets du biochar aux cendres de combustion du bois, comme un poêle à bois? Et est-ce qu'il y a un certain type de végétaux pour lesquels les effets du biochar sont plus reconnus? Par exemple, est-ce recommandé ou efficace pour les vergers, les arbres et arbustes fruitiers? OK, donc au niveau des cendres versus le biochar, est-ce que tu pourrais répéter juste Oui, est-ce possible de mettre en relation ou de comparer les effets du biochar aux cendres de combustion du bois? OK. Ben dans le fond, les cendres de bois sont plus riches en éléments minéraux dans le sens en magnésium, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup plus de cendres versus la production de biochar, la quantité de cendres est très basse en général, va varier peut-être de 2 à 5 vraiment, vraiment très bas comparativement à de la cendre de bois, ça va être plus utilisé comme un effet chaud-lent à la base. Le biochar va aussi agir d'un effet chaud-lent, mais il va être aussi, à cause de son carbone très stable, il va jouer un effet long terme versus la cendre de bois. C'est vraiment plus
il va avoir un effet un peu plus court terme à ce niveau-là, mais c'est le fait que ses propriétés chimiques sont très différentes. Donc, la composition en magnésium, calcium, etc., va être beaucoup plus élevée comparativement à un biochar, qu'on se concentre plus au niveau du carbone en soi. Donc, un contenu en carbone beaucoup plus élevé que la cendre. Parfait. Puis il y avait la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a un certain type de végétaux pour lesquels les effets du biochar sont les plus reconnus pour le moment? Puis à parler d'efficaces pour les vergers. En fait, ben, ça dépend. Généralement, c'est sûr que c'est encore à l'étude, mais je dirais plus, quand on prend des composés venant de résidus de bois, par exemple, la durée de vie ou la stabilité, dans le fond, de ce biochar-là va avoir un effet plus long terme comparativement à du matériel plus végétal. Son carbone, il va être un peu, il va être plus facilement friable ou plus facilement dégradable au fil du temps à cause de la composition en lignine qui est beaucoup plus faible dans un produit végétal versus dans un composé ligneux comme le bois. Bon, je dis, en fait, la réponse rapide, ce serait non. Je n'ai pas de réponse précise à cette question-là. Donc, on va reprendre le webinaire pour notre dernière conférence qui va être présentée par M. Hogg. Donc, M. Hogg, je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro. Vous pouvez commencer déjà à partager votre présentation aussi pendant que je vais vous introduire. Donc, Richard Hogg est biologiste détenteur d'un doctorat en biologie végétale. En 2006, il devient responsable du laboratoire d'écologie microbienne de l'IRDA. Depuis 20 ans, ses recherches traitent principalement sur la biologie des sols agricoles et l'étude des effets des systèmes culturaux, des régies et des pratiques agricoles sur le microbiome des sols. Entre 2020 et 2025, son équipe a réalisé le volet microbiome de l'évaluation de l'état de santé des sols agricoles du Québec, aussi connu sous l'acronyme ESSAC, qui représente le premier inventaire de 71 séries de sols. Aujourd'hui, il nous présentera justement des faits saillants de cette étude qui relèvent des constats de l'application des analyses du microbiome en contexte d'adoption de pratiques d'agriculture durable. Donc, j'en dis pas plus et je laisse la parole à M. Hogg. Donc, pour mieux connaître la biologie de mes sols, pour m'aider à sélectionner mes pratiques agricoles, c'est donc avant de commencer en fait à présenter les éléments d'information, je voulais au moins souligner le travail là, important de l'équipe de recherche au laboratoire d'écologie microbienne de l'IRDA. Donc, j'ai la chance de travailler là, avec une équipe assez formidable, puis très désireuse là, d'avancer l'état des connaissances à ce niveau-là. Puis également, on a la chance de collaborer avec des équipes à l'interne de l'IRDA, de l'équipe de pédologie, Catherine Bossé, l'équipe de Marc Gasser pour ce qui est de la conservation des sols, le laboratoire d'analyse agro-environnementale, parce qu'il y a non seulement les analyses du microbiome, mais également beaucoup d'analyses de facteurs physiques et chimiques, des indicateurs physiques et chimiques pour évaluer la santé d'un sol. Et c'est sous la direction de Bernard Montminy au laboratoire d'analyse agro-environnementale que ces analyses-là sont réalisées. Et depuis plusieurs années, on a également une belle collaboration avec le docteur Arnaud Droit du laboratoire d'analyse computationnelle pour tout ce qui est le développement de modèles et d'outils d'aide à la décision là, de l'Université Laval. Évidemment, également, j'aimerais remercier les partenaires, là, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour son soutien financier là, à la réalisation de grandes études sur l'écologie microbienne des sols agricoles. Et des partenaires, évidemment, sans qui il n'y a pas grand travaux là, qui pourraient se réaliser. Donc, les producteurs, les entreprises agricoles, les clubs conseils qui ont été mis à partie et mis à contribution pour réaliser tous ces projets-là depuis une quinzaine d'années. Donc, au plan de présentation,
première introduction à des éléments clés là, de la biologie des sols, une planification des zones de gestion des champs nécessaires pour planifier les prélèvements de sols qui vont être géolocalisés. Et je vais expliquer le pourquoi de ces nécessités-là. Ensuite, je vais revenir un peu pour décrire là, quel est le processus d'analyse du microbiome des sols. Poursuivre avec des exemples d'applications lorsqu'on fait l'analyse du microbiome, quels sont les différents contextes d'effets de pratiques culturelles et de pratiques de régie de production qui vont avoir sur le microbiome. Pour finir par vous présenter également un outil d'aide à l'interprétation de ces données agronomiques et biologiques des sols, l'application russe. Donc, en guise d'introduction, le sol est un écosystème complexe. On a des composantes abiotiques, la physique du sol, la chimie du sol, et des composantes biotiques, donc tout ce qui est être vivant dans le sol, des bactéries aux macro-eucaryotes, donc des gros insectes. Les vers de terre, c'est dans cette catégorie. Évidemment, ces composantes-là sont sous l'effet important du climat. Également, l'effet temporel est un facteur important et évidemment, les réalisations de l'homme, toutes les interventions qu'on fait sur l'usage des sols au Québec. Il y a également un phénomène important qui est la formation des horizons de sol. Donc, il y a des couches de sol finalement. Le sol se divise en sous-couches, ce qu'on appelle des horizons. Et en fonction de la roche-mère, du matériel parental, que ce soit de l'argile, du limon, des sables, des tiles, les caractéristiques intrinsèques du sol vont différer et la pédologie la genèse du sol va avoir beaucoup d'importance sur le type d'activité agricole qu'on va pouvoir réaliser et la composition du microbiome va également varier. Les phénomènes importants, c'est la percolation, fixation du sol, des espaces, la porosité qu'il y a entre les agrégats de sol qui vont guider et influencer le mouvement de l'eau et le mouvement de l'air. Et l'eau et l'air, c'est la composante de base de toute vie terrestre. Donc, c'est des propriétés de sol très importantes. L'agrégation de sol également pour retenir le sol en place et également capter la matière organique et pouvoir créer de cette façon-là des niches écologiques, donc des endroits dans le sol où un regroupement de différents organismes vont avoir des fonctions complémentaires pour réaliser des tâches, des fonctions et rendre des services qu'on appelle des services écosystémiques par le sol. Donc, ça peut être la décomposition de matière organique, ça peut être décomposition de racines, ça peut être les acteurs de cette décomposition-là peuvent être des organismes qui ont absolument besoin d'oxygène et il y a d'autres organismes qui se sont trouvés des niches écologiques complémentaires et eux peuvent réaliser cette dégradation-là, cette décomposition-là, mais dans des conditions davantage en absence d'oxygène. Donc, on peut penser que quand il y a des conditions d'inondation des sols, bien, la teneur en oxygène faiblit beaucoup. Donc, il y a le groupe de décomposeurs qui faisaient le travail grâce à l'oxygène sont moins actifs, mais sont remplacés par d'autres micro-organismes. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes de régulateurs et d'agents stresseurs de ces niches écologiques. Je le disais, la texture au niveau des composantes physiques, les niveaux d'agrégats, porosité, densité ont des rôles importants. La matière organique, à la fois facilement accessible pour les plantes ou les micro-organismes, et celle qui est plus stable ou plus difficile à décomposer. Des éléments et composés chimiques simples là, qui vont
créer le pH dans l'eau dans le sol. Et ce pH-là a une grande importance sur l'activité microbienne qui va être favorisée ou défavorisée selon la nature du pH. On le disait, c'est un milieu complexe. Il y a des bactéries, des champignons, également de la microfaune. Ce sont de petits organismes qui vont se déplacer dans le sol et faire de la dégradation, mais également faire de la prédation sur les bactéries, les champignons. Donc, il y a la mésofaune et la mégafaune qui vont créer des pores où ils se déplacer et brasser à l'échelle microscopique le sol, donc vont contribuer à déplacer de la matière organique plus en profondeur à partir de la surface et vice-versa. Il y a un brassage de matière organique dans le sol, au-delà du brassage par la mécanique agricole. Ces micro-organismes-là, puis la complexité de ces micro-organismes-là interviennent dans différents processus, ont différentes interactions. Donc, c'est le rôle très diversifié de cette communauté-là qui va contribuer à avoir un sol qui peut avoir un impact positif sur l'agriculture, les rendements, les qualités des cultures, ou au contraire, si l'activité est faible, et ça peut moins contribuer et les conditions peuvent être moins favorables au développement des plantes. Donc, on va avoir une agriculture moins productive. Je le disais, il y a une biodiversité très diverse. C'est le cas de le dire dans les communautés, les populations bactériennes, fongiques et micro-eucaryotiques. On passe par rapport à un ver de terre, les micro-eucaryotes vont être presque 10 fois plus diversifiés. On va avoir une dizaine d'espèces pour chaque espèce de ver de terre. Au niveau des champignons, ça va être une centaine d'espèces. Au niveau des bactéries, 1000 espèces de plus. Donc, on voit qu'au fur et à mesure qu'on va de l'infiniment petit à des dimensions plus importantes de micro-organismes, il y a une multiplicité d'espèces, donc il y a une plus grande diversité. Et c'est cette grande diversité qui permet d'avoir le développement de micro-niches écologiques particulières et de niches écologiques qui vont favoriser l'adaptation dans le milieu de ces organismes-là et conférer au sol sa capacité d'avoir une diversité de services écosystémiques qu'il rend. Et plus un sol rend des services écosystémiques, plus il est jugé un sol en santé. Au niveau des organismes, on peut classifier les organismes en deux grands groupes, les généralistes et les spécialistes. Les généralistes sont les barres de couleur. Imaginez que ce sont différentes espèces de micro-organismes et des bactéries, des champignons, des micro-eucaryotes. La barre de couleur et les barres verticales qu'on peut voir là, dans l'image, en fait, vont représenter la couverture des fonctions microbiennes qui sont réalisées par chacune de ces espèces différentes. Donc, elles couvrent de vastes capacités métaboliques et elles vont pouvoir être actives et rester actives face à des changements relativement importants de conditions de vie. Alors que les spécialistes sont des organismes qui ont des métabolismes plus spécifiques et souvent vont avoir des exigences de survie plus spécifiques aussi. Donc, certaines espèces ne pourront être détectées que si les conditions du sol sont à pH élevé, avec un niveau d'eau, un niveau d'humidité dans le sol important, alors que d'autres pourraient être plus actives lorsque le pH
est davantage acide et des conditions plus sèches dans le sol. Donc, cette contribution de généralistes et de spécialistes, c'est ce qui définit les niches écologiques et la capacité pour la communauté ou le microbiome de réaliser via différents organismes la même fonction de dégradation, la même fonction de fixation d'azote, la même fonction d'une voie métabolique particulière et nécessaire à dégrader la matière organique complexe. Bien, cette fonction qui est réalisée par différents organismes, c'est ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle. Donc, la fonction peut être réalisée par différents organismes, de sorte que si les conditions dans le sol changent et que certains organismes ce ne sont pas des conditions favorables à ces organismes-là, donc ils vont cesser cette fonction-là, mais d'autres capables de survivre sous ces conditions nouvelles-là vont poursuivre la fonction et à ce moment-là, le sol conserve une certaine résilience de l'activité, de sa capacité à fournir des services écosystémiques. Donc, cette redondance et la diversité des organismes définit trois grands types de microbiomes. Là, il y a ce qu'on appelle le microbiome stable, c'est-à-dire les éléments microbiens, les espèces microbiennes qui sont présentes généralement dans beaucoup de types de milieux, beaucoup d'environnements, avec des caractéristiques de survie, capacité de survie à des caractéristiques de sol, des conditions de sol assez larges. Il y a les microbiomes spécifiques, donc on va les rencontrer dans des contextes beaucoup plus spécifiques et on va avoir des communautés qui sont vraiment particulières à ces micro-niches-là. Et le microbiome variable, lorsqu'on fait l'analyse d'un sol, on va y retrouver des espèces qui ne sont pas habituelles à cet environnement-là parce que ce sont des espèces qui sont davantage des espèces contaminantes, entre guillemets, ou suite à une contamination d'un milieu, ces espèces-là ont été introduites dans l'environnement et elles peuvent ou non survivre, dépendamment de leur capacité là, métabolique. Mais habituellement, elles sont d'un passage là, et pas très stable. Donc, on l'a vu, des bactéries, des champignons, protozoa, nématodes, de plus en plus des dimensions élevées, donc des déplacements dans le sol qui sont conséquents. Des bactéries, on avait 100 000 espèces, plusieurs capacité à se lier à la surface des agrégats de sol ou dans les agrégats de sol dû à leur petite taille. D'autres organismes vont davantage vivre dans les pores du sol, ne pouvant pas pénétrer à l'intérieur des petits pores de la matière organique. Et c'est d'où l'importance des facteurs limitants, des facteurs physiques limitants. Lorsqu'on fait de l'agriculture, l'équipement peut amener une certaine compaction du sol et on peut voir ici une image, une représentation schématique d'un sol qui n'a pas de compaction. Donc, les espaces intercellulaires sont importants. L'eau circule bien, l'air circule bien, donc favorise la vie microbienne, alors que quand le sol est compacté, on a une réduction de ces espaces-là, donc une réduction du transit de l'eau, la vitesse avec laquelle l'eau peut transiter et une diminution de la tension d'oxygène dans le sol. C'est évidemment des conditions qui vont affecter la survie des bactéries. Puis, on a également tous les aspects de horizon de sol. Donc, le sol, par ses composantes abiotiques et biotiques et leurs interactions dans le milieu, est essentiel au maintien de la vie sur Terre. Les propriétés pédologiques du sol et les conditions environnementales influencent les usages du sol des régions. Donc,
Il va y avoir de la foresterie, de l'agriculture, de l'agroforesterie, souvent en fonction des types de conditions de propriété pédologique du sol. Et les systèmes culturaux qu'on veut y pratiquer, puis les pratiques agricoles qui sont liées à ces systèmes culturaux-là, il y a différents itinéraires, donc différentes approches de pratiques de travail de sol ou de fertilisation vont influencer la structure et les fonctions du sol via la diversité des communautés microbiennes, d'où l'importance de pouvoir avoir des outils et des techniques d'analyse fines de ces communautés microbiennes-là. Là, je voulais aborder immédiatement, peut-être avant même de parler de l'analyse microbiome, pour être certain de pouvoir l'aborder dans des temps conséquents. Pour des producteurs qui s'interrogent, le titre de la présentation parlait d'un choix de pratiques agricoles. Donc, souvent, les producteurs ont historiquement eu des approches d'agriculture conventionnelle qui étaient souvent de l'agriculture avec de la monoculture ou des faibles rythmes de rotation dans les sols, puis avec un travail de sol important, là, des sols souvent labourés. C'est ce qu'on appelle les agroécosystèmes conventionnels. Et avec les années, plusieurs études et les producteurs eux-mêmes ont constaté des états de dégradation de sol suite à ces pratiques intensives de longue durée. Et les études ont montré qu'on pouvait développer plutôt des agroécosystèmes de conservation en introduisant davantage de rotation, de diversité végétale sur le sol cultivé et en réduisant l'intensité du travail de sol. Et les systèmes ont également évolué avec les années vers des agroécosystèmes écologiquement intensifs. Donc, on parle non seulement d'avoir une diversité végétale plus importante, mais on veut conserver le couvert végétal sur le sol à longueur d'année en ne travaillant plus le sol. Donc, c'est des agroécosystèmes qui sont évidemment à tendance moins perturbantes pour le brassage de sol et les phénomènes d'érosion hydrique ou éolien. Donc, ils amènent avec eux des bénéfices autant au niveau de l'agrégation qui s'améliore, la porosité qui s'améliore, la rétention en eau qui s'améliore beaucoup, la diversité de matière organique aussi, la contribution de cette diversité de végétaux qui offre des résidus, ben, ça diversifie le type de matière organique et ça diversifie les micro-organismes capables de diversifier, de métaboliser cette matière organique différente. Donc, la biodiversité en végétaux est un soutien à la diversité en richesse microbienne, en composition et également en fonction d'une diversité fonctionnelle. Nos études ont montré que si on voulait avoir une idée de développement de microbiome, on pouvait procéder à des points de prélèvement, des zones de prélèvement nous, pour nos études, on procède à 3 zones de prélèvement. Dans chacune des zones, il y a un composite de carottes de sol qui est prélevé. Et dans chacune des 3 zones qui est géolocalisée pour être capable d'avoir un suivi précis de où originent les données de microbiome, les données physico-chimie. Donc, quand on fait une évaluation de l'état du sol, on a tous les paramètres qui proviennent exactement des mêmes points géoréférencés. Donc, ça confère une meilleure capacité d'interprétation des résultats. Et avec 3 zones dans un champ, je donne des exemples ici là, comme possibilité. Je peux être un producteur qui décide de vouloir comparer 2 de ces champs parce qu'il considère que les 2 champs ont peut-être des propriétés ou des réactivités différentes là, en termes de productivité ou en termes de résistance à la sécheresse. Donc, on peut comparer chacun des champs en prélevant des sols dans des zones
géolocalisées. On peut aussi, à l'intérieur d'un même champ, on peut vouloir, on a constaté que dans le champ, il y avait des zones de gestion différentes. Le sol du champ n'est pas homogène et il y a des zones qui se créent. Donc, encore là, on peut identifier trois prélèvements, trois zones de prélèvement à installer dans chacun des deux états qu'on veut comparer. Dans certains cas, notre champ est homogène, ce n'est pas la difficulté. Par contre, on est intéressé à évaluer de nouvelles pratiques de rotation, de nouveaux cultivars. On veut donc faire des traitements. On peut créer des bandes dans le champ. Et à l'intérieur de chacune de ces bandes-là, on va avoir une nouvelle pratique, une nouvelle culture, un nouveau mélange de cultures qu'on compare à une culture plus conventionnelle. Et encore là, les trois zones de prélèvement servent à obtenir le sol et pouvoir déterminer si les traitements, si la différence qu'il y avait dans le champ est due ou peut être en partie, oui, expliquée par des phénomènes physiques, pédologiques, mais également supportée par des différences dans la communauté microbienne, parce que les études ont démontré que les communautés microbiennes avaient une réactivité plus rapide que les changements de propriétés physiques ou chimiques. Donc, Atina Kambouris est une chercheuse de l'Agriculture Canada qui a depuis longtemps travaillé sur la gestion des zones de champs pour déterminer, développer des techniques, des stratégies pour pouvoir mieux identifier des zones où on peut appliquer des modes de gestion différents, mieux adaptés au contexte des propriétés de la zone en question. Les outils d'agriculture numérique ont développé des capacités avec des sondes pour obtenir des cartes très précises de pH, de rendement. Il y a beaucoup de capteurs aujourd'hui qui existent. Donc, évidemment, il y a l'appel aussi, qui est toujours un outil très utile. On creuse des profils à différents endroits dans des zones de champs qu'on soupçonne avoir une causalité différente parce qu'il y a un comportement particulier. Donc, pour le microbiome, les quantités de sol, c'est de l'ordre de 0,5 à 1 gramme de sol pour faire une analyse. Vous constatez assez rapidement par cette petite quantité de sol que de prélever des composites de sol, de mélanger les sols pour obtenir un échantillon le plus homogène d'un endroit précis, il faut au moins délimiter ces zones-là avec le maximum d'informations possible. Donc, ça devient important. Donc, l'utilisation de ces outils-là ou d'images satellitaires, d'images de drones, c'est de plus en plus fréquent. Les gens utilisent des drones et à différentes périodes de l'année vont filmer la surface du champ, vont déceler via la spectroscopie, l'intensité, les calculs de NDVI, de mesure de la chlorophylle ou mesure de l'intensité lumineuse qu'on perçoit sur le sol du champ. On peut déterminer qu'il y a des zones qui ont des affinités et d'autres qui sont différentes. Et ça peut guider le producteur ou l'agronome à déterminer des zones et à aller créer les 3 petits points rouges, là, aller échantillonner dans des zones pour être certain d'avoir un nombre d'échantillons représentatifs de cette zone-là. Donc, par la suite, le sol prélevé peut servir à la réalisation des analyses microbiomes et identifier des indicateurs biologiques là, qui vont permettre de calculer des indices, soit de santé des sols, des indices de productivité végétale ou des indices de risque à des maladies, parce que dans le microbiome, on va y détecter la présence d'agents pathogènes. Donc, on peut détecter des risques de maladies ou on peut aussi détecter des nuisances ou des risques de pollution là, suivant le type de micro-organisme qu'on sait associé à certains composés chimiques.
Je vous guide, là, un rappel, là, vous trouvez sur le site de l'IRDA là, les travaux de Catherine Bossé, ma collègue en pédologie, qui a des cartes et des fiches sur la majorité des séries de sol au Québec. Mon collègue Marc-Olivier Gasser a également une équipe qui travaille à développer des applications Profisol, qui sont des applications mobiles pour qualifier la structure des sols. Donc, des outils de plus en plus aidants à identifier la structure des sols et pouvoir voir des différences au sein de certaines zones de champs pour nous conforter dans la région où on doit aller prélever des champs, des échantillons de sol pour avoir une analyse représentative. Tout ça, l'analyse microbienne s'accompagne évidemment d'une collecte de données agronomiques et climatiques. Plus que vous avez d'informations, c'est comme la médecine, plus vous avez d'informations sur le cas, davantage vous allez pouvoir prendre une décision éclairée. Donc, il va y avoir des analyses d'indicateurs physiques chimiques qui vont être complémentaires aux analyses microbiennes. Il va y avoir aussi des données historiques de régie. Quel est l'historique des cultures, l'historique de la fertilisation organique, travail de sol, les maladies. Tout ce type d'informations-là sont essentielles pour améliorer votre choix de pratiques de rotation à introduire et en même temps de pouvoir interpréter les données qu'on va obtenir via l'analyse microbiome. Puis en même temps, ces zones-là vont vous aider à mettre en place vos essais d'adoption de pratique. Donc, il est toujours une bonne pratique de ne pas de tester, si on veut, une pratique avec laquelle on n'est pas habitué. C'est toujours idéal d'avoir un essai où il y a une bande de champs qui peut être servir à l'introduction de la nouvelle adoption de pratique. Ici, deux petites diapos qui montrent un exemple. C'est un projet où on avait mis en bande 4 précédents culturaux différents, des précédents culturaux à la culture de pommes de terre. Et l'année pommes de terre, grâce à la géolocalisation, on est retourné exactement aux mêmes endroits où on avait prélevé des sols. Et l'année pommes de terre, on a analysé le microbiome dans les 4 parcelles où il y avait eu des précédents culturaux. Et ce type de schéma représente une analyse globale de la composition. Chacun des points, des petites sphères, représente l'ensemble de toute la communauté bactérienne du sol prélevé. Et la couleur, ben, la légende, ça vous indique de quel site. Ici, on a les sites C, les sites B et les sites A. Donc, on voit qu'il y a les points qui se rapprochent les uns des autres, c'est des compositions bactériennes très similaires dans les sols. Et plus les points s'éloignent les uns des autres, plus la composition bactérienne de ces sols-là est différente. Donc, il commence à avoir des éléments différents dans la composition. Et c'est une analyse intéressante et pour rapidement déterminer au niveau de la globale, au niveau de la communauté globalement, s'il y a des effets importants ou pas de nos essais là, sur comme capacité de modifier le microbiome des sols. Parce qu'on est dans le même champ où les précédents avaient été mis en bande. Et si on va un peu plus détaillé, on voit pour chacun des sites A, B et C, on voit la comparaison du sol qui est prélevé près des zones de racines versus près des zones de racines, la rhizosphère, versus les pleins sols, les sols qui sont pris à l'écart un peu de la zone de racines des plants de pommes de terre. Et on voit que les communautés, lorsqu'on s'éloigne des racines, ben, sans trop de surprise, les communautés déjà sont un peu plus différentes parce que quand vous êtes sous l'influence des racines, ben, les plantes sécrètent dans le sol des produits qui vont attirer ou recruter des bactéries, des champignons, des protozoaires qui sont bénéfiques
à la plante. Et l'évolution a fait que les micro-organismes ont développé une capacité de reconnaître les exudats racinaires, donc les produits relâchés par les plantes. C'est ce qui fait que quand on dit augmenter la diversité de végétaux dans vos sols, c'est parce que chaque plante botaniquement différente va avoir ses exudats un peu différents, chacun d'eux étant capable d'aller recruter une gamme différente de micro-organismes. Donc, c'est un peu le mécanisme là, qui est en jeu pour recruter via une diversité de végétaux, de maintenir une diversité de microbes et de communautés microbiennes dans les sols. Puis on voit bien ici que pour chacune des précédents culturaux, on voit que les communautés, encore là, qui viennent des parcelles d'un même précédent culturel sont beaucoup plus similaires entre elles, les compositions sont plus rapprochées. Alors que quand on compare deux précédents culturaux, la moutarde en bleu ici, c'est l'avoine, on voit que les points sont très différents et à ce moment-là, signifie une composition plus différente, là, plus différenciée. L'analyse du microbiome, on l'a dit, tantôt la diversité du sol en termes de communautés microbiennes, bactéries, champignons, protistes, est très importante. Donc, l'analyse qui, dans les années 50, début du siècle 2000, on était avec des techniques microbiennes, microbiologiques, où on faisait beaucoup de culture de micro-organismes, où les techniques d'identification étaient, somme toute, sommaires. En réalité, on identifiait à peu près entre 1 et 10% de la vie microbiologique qu'il y avait dans les sols. On n'était pas capable d'avoir suffisamment de précision et de capacité technique pour, dans un temps raisonnable et à des coûts raisonnables, de pouvoir établir un catalogue de la vie microbienne dans les sols. Ça, c'est les tailles. Donc, on a eu trois révolutions, disons, méthodologiques. Il y a eu l'ADN. L'ADN, en fait, c'est le génome. Chaque être vivant, que ce soit un micro-organisme ou un être, un humain, un mammifère, chacun des organismes vivants a un génome et dans ce génome-là, qui est porté par les molécules d'ADN, il y a des gènes dont la séquence du gène offre un moyen d'identifier la phylogénie de cet organisme-là. Donc, on est capable d'identifier l'organisme parce qu'on connaît la séquence du gène d'identification. Et ces séquences d'identification sont portées par toute molécule d'ADN du génome. Donc, dès qu'on extrait le microbiome, dès qu'on extrait l'ADN, on se donne la capacité de pouvoir reconnaître l'ensemble des micro-organismes qui ont un ADN avec des séquences de codes de gènes identifiants différents. Et les deux révolutions techniques, c'est d'abord un prix Nobel pour le développement de la technique PCR, donc une technique d'amplification en chaîne d'un gène. Ce que ça permet, c'est d'amplifier un gène, une copie de gène des millions de fois. Donc, évidemment, ça facilite la capacité pour l'expérimentateur de détecter la présence du gène et ça permet de quantifier le nombre total de micro-organismes qu'il y a, bactéries ou champignons, dans un échantillon. Deuxième révolution, séquençage au débit d'amplicon. Donc, cette technologie-là permet de séquencer les fameuses séquences d'identification. On peut les séquencer, mais par une technologie qui permet d'en identifier des millions de séquences. Donc, on détermine très rapidement, au sein d'un échantillon de sol, un catalogue de séquences d'identification qui permet de détecter autant des bactéries, des champignons
des protistes, suivant la technologie qu'on utilise, on a des séquences spécifiques à chacune des communautés. Donc, on peut obtenir un catalogue spécifique à chacune des communautés. Et quand on fait l'analyse de ce catalogue de séquences, on a 3 types d'informations super importantes qu'on obtient avec la même analyse. On peut déterminer, bien, dans le sol, la communauté qu'on a, il y a combien d'espèces différentes qu'on observe. Donc, quel est le nombre, la richesse en nombre d'espèces dans l'échantillon de sol. On est capable de déterminer ça pour les bactéries, les champignons, les eucaryotes. On peut aussi savoir par l'analyse de la composition qui est présent. Donc, on a les noms des différentes espèces et leur proportion relative. Donc, on peut savoir, chacun des composantes est là, mais dans quelle abondance relative. Et des études depuis plusieurs années de différentes équipes de recherche dans le monde qui s'intéressaient à la taxonomie de différents micro-organismes, bien, évidemment, ont étudié les fonctions que pouvaient avoir ces gènes-là et il se développe de plus en plus des bases de données assez massives de fonctions. Donc, on peut maintenant, à l'aide de la connaissance de la taxonomie de l'espèce, on peut développer un potentiel fonctionnel. On peut savoir que cet organisme-là a été associé à une fonction par des gènes plus spécifiques pour ces fonctions-là, mais le fait qu'on connaît l'espèce, c'est pour ça qu'on parle d'une fonctionnalité potentielle. Je vais vous montrer la plateforme numérique Horus. Les résultats de l'analyse, les producteurs qui font faire des analyses de microbiomes peuvent utiliser, déposer leurs résultats dans une application web, la Horus, qui permet de visualiser. Donc, on peut y stocker les données agronomiques, les données physico-chimiques, les données biologiques des sols, les données des différents traitements. La plateforme permet de comparer ces données-là entre des champs ou à l'intérieur d'un même champ, mais pour différentes zones. Et cette connaissance-là facilite l'interprétation. Et parce qu'on a une interprétation facilitée, bon, on peut plus facilement agir dans les choix de régie, de pratiques qu'on peut appliquer sur le sol, sachant que cette nouvelle pratique va avoir un effet souhaité sur le changement du microbiome. La façon, il y a 2 menus principaux. Il y a l'image de champ avec les points géolocalisés du champ qu'on veut analyser. Et par la suite, il y a des menus qu'on peut choisir pour identifier la culture et l'année du champ. Et le résultat qu'on obtient, c'est 5 indicateurs, soit des indicateurs de richesse de bactéries, des indicateurs de risque de maladies bactériennes identifiés dans la composition des bactéries ou de risque de maladies fongiques parce qu'on les a identifiés dans la composition fongique. Il y a des indicateurs aussi de productivité. Ces indicateurs-là ont été développés grâce aux fruits de nos projets de recherche sur le microbiome et l'identification de micro-organismes. Et quand ces micro-organismes-là sont détectés dans la composition des échantillons de sol du producteur, ben, les indices sont calculés et chacune des lignes ici représente un champ, donc le champ visé par la demande du producteur qui est comparé à d'autres de ces champs. Et la ligne bleue ici, c'est la moyenne de l'ensemble de la base de données. Donc, pour l'ensemble de la base de données, on a une moyenne et les lignes ici permettent aux producteurs, comme la ligne jaune, c'est pour ce champ-là, la ligne bleue, c'est pour l'autre champ. Donc, on peut voir cette moyenne dans le champ, elle se compare à l'ensemble des données. Et ici, on voit que pour l'indice de productivité, ce champ-là a une productivité, un indice de productivité moyen. Ici, la flèche d'un des champs est
supérieure à la zone moyenne. Ici, il est légèrement inférieur. Donc, on voit qu'à l'aide de ces curseurs-là, on peut situer la performance du champ. Et un deuxième module permet au producteur de comparer deux champs, ça peut être deux champs de sa ferme. Et encore là, les données en bleu, c'est l'ensemble des données de la base de données pour une même texture de champ, parce que la texture influence la composition des micro-organismes. Et en vert, c'est la moyenne des champs qu'il vise à interroger. Donc, dans ce cas-ci, pour le vecteur de la variable recherchée, sa moyenne, ses champs sur sa ferme ont une moyenne supérieure à la moyenne provinciale suite aux données de la base de données. Donc, le producteur ou l'agronome peut également faire sortir un output, là, un fichier avec les données qu'il a regardées. Question de Caroline Martineau. Est-ce que le microbiome variable est composé généralement d'organismes nuisibles puisqu'ils ont été introduits? Non, il n'y a aucune corrélation à faire avec la nuisibilité ou le potentiel nuisible, potentiel bénéfique. En fait, c'est plus le hasard souvent qui amène la source de contamination. Un exemple de contamination, c'est une contamination indirecte. Vous utilisez des fumiers. Les micro-organismes présents dans le fumier vont évidemment se déposer sur le sol. Certains vont pouvoir y vivre, d'autres, ce ne sont pas des conditions souhaitables pour eux. Donc, et dans le fumier, il peut y avoir des organismes aussi bénéfiques que nuisibles, c'est dépendamment de la préparation du type de fumier. Ça peut être de l'eau d'étang qui sert à l'irrigation. Il y a des micro-organismes qui peuvent se retrouver suite à une contamination par l'environnement. Puis ces micro-organismes-là vont être aspergés. Donc, c'est des micro-organismes qui ont d'habitude un milieu de vie davantage aqueux, se retrouvent dans les sols et là, les conditions de vie peuvent être adverses pour eux. Mais ils sont présents dans le sol et quand on prélève, on peut en détecter la présence de certains micro-organismes, mais leur détection est souvent aléatoire, de sorte que quand on prend 3 zones de prélèvement et que dans chaque zone, on fait des composites de quelques carottes de sol, on se met à l'abri de mettre de l'importance sur ce micro-organisme-là parce que sa détection est trop fragmentaire, trop aléatoire. C'est pour ça qu'il est classé microbiome variable. Parfait. Dernière question. Si on veut des échantillons pour voir le microbiome, je crois qu'il y a des délais à respecter. Pour ma part, étant en Abitibi, donc j'imagine que si le prélèvement doit avoir maximum 24 heures, dans le fond, entre le moment d'échantillonnage et l'analyse, est-ce que ça peut être un enjeu pour certains producteurs? Évidemment, on s'est posé la question assez tôt dans le processus qu'on a commencé les analyses du microbiome. On a fait des analyses, on a publié là-dessus. Les échantillons de sol peuvent survivre. L'important, c'est que dès que le sol est prélevé, on garde une chaîne de froid. Donc, à 4 degrés, nous, on met des ice packs dans notre glacière pour les échantillons de sol. On livre par messagerie à l'intérieur de 24 heures. Nous, on reçoit ça, on peut mettre au froid. On peut conserver facilement 4 à 5 jours au froid. Tant que le sol n'est pas trop humide, c'est 4-5 jours. Sinon, il y a la possibilité aussi de sécher des sols à l'air libre. Les sols sèchent, se déshydratent et à ce moment-là, ils peuvent être conservés jusqu'à 1 semaine. L'important, c'est que nous, quand on le reçoit rapidement au laboratoire, l'avantage, c'est que nous, on fait ces manipulations-là de préparation et on congèle l'échantillon rapidement. Donc, on stabilise les sols en les séchant et le fait de les congeler, ça permet d'arrêter toute transformation microbienne dans les sols. L'avantage de l'approche moléculaire, c'est contrairement aux approches anciennes ou classiques, il fallait
obtenir des micro-organismes vivants parce qu'il fallait les cultiver. Donc, vouloir obtenir des micro-organismes vivants et avoir un décompte précis, ben là, à ce moment-là, ça prend nécessairement des conditions qu'il faut respecter un délai maximum de 24-48 heures. Là. Mais avec les méthodes moléculaires, on s'est affranchi un peu de cet aspect-là de. Fait qu'on retient, dans le fond, qu'il faut que ça soit gardé au froid. Il ne faut pas que la chaîne de Gardé au froid froid soit quand on les brisée prélève, on les envoie prélève par jusqu'au messagerie laboratoire. sous froid, puis dans les délais les plus courts possibles, 24-48 heures au laboratoire. Puis si nous, on congèle, on a fait ça un vendredi, on peut mettre nos sols au froid et les envoyer dès le lundi. Et la chaîne de froid fait que à l'intérieur d'un 4 à 5 jours, on peut recevoir un échantillon et les données on le fait là, le nombre de fois, là, puis les données sont très représentatives. Là. Parfait. Merci beaucoup pour les réponses aux questions. Je te laisse conclure, Myriam. Oui, dans le fond, on va arriver finalement au mot de la fin. Donc, un grand merci d'avoir assisté en si grand nombre. On a atteint jusqu'à 150 participants. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci aux conférenciers encore. Merci au comité organisateur qui a travaillé très fort pour la préparation de ces webinaires.